plus prégnante de la part de nos parties prenantes. On a des évolutions des attentes de la société, ce qu'on appelle des attentes sociétales. On a aussi une évolution rapide des réglementations et on va de plus en plus sur des obligations. Même les TPE, on est tous concernés. Et surtout, ça peut être des points négatifs, mais c'est une opportunité de se différencier de ceux qui n'ont pas encore pris le tournant et qui n'ont pas encore intégré tout cela dans l'entreprise. C'est vraiment une pression des clients parce que franchement, moi je suis le genre de personne à m'acheter des Velleda rechargeables et quand il n'y a pas la recharge, je vais marcher pendant 10 minutes en me disant il faut que j'en rachète un et ça s'en va. Bref. Donc c'est quelque chose auquel je suis assez. J'essaie de faire attention. Franchement, autour de moi, quand je discute, enfin, les gens, c'est le dernier. Ça dépend qui. Oui, je généralise pas, sur le Velleda, mais ils vont être à cheval sur autre chose. Non, mais en général, quand on dit acheter local, consommer. Oui, mais ce sont peut-être aussi des personnes qui vont être véganes parce qu'ils ne veulent pas de souffrance animale. Ça veut peut-être être. Donc, on a chacun une part entre nous. Tu as ceux qui sont complètement puristes et qui vont essayer de le mettre partout dans leur vie, puis d'autres qui auront des envies plus particulièrement de se démarquer sur une chose ou sur une autre. Et tu verras tout à l'heure, la santé, sécurité au travail, ça fait partie de la RSE. Toi, tu es dans plus l'inclusion des handicapés, des gens. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Tu vois, donc il y a 10 ans, 15 ans, dans les entreprises, je ne sais même pas rentrer. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui s'est mis dans les têtes, ne serait-ce que la chasse aux handicapés, mais dans le sens positif, parce qu'on veut en avoir en entreprise pour ne pas avoir à payer cette taxe quand on a plus de 20 salariés, qui est assez importante. Donc, mais pour trouver des profils qui soient capables de travailler dans notre entreprise avec des aménagements de poste, c'est pas facile. Mais il y a eu cette incitation financière et les entreprises ont finalement compris qu'un travailleur handicapé dans une entreprise, c'est aussi beaucoup de bénéfices. Parce qu'on a moins tendance à vouloir se plaindre de notre petit bobo quand on a une personne à côté de soi qui manque un bras et qui est capable de faire des scanners. Voilà, de faire des travaux en hauteur, etc. Non, mais je sais que moi, j'avais à Aerostra, on avait un service en difficulté. On a intégré une jeune fille à qui il manque un bras. Elle a tellement bluffé tout le monde qu'il n'y a plus toutes les difficultés individuelles des uns des autres qui faisaient une montagne. Waouh, c'est un service qu'on entend rire de l'autre côté de l'entreprise aujourd'hui. Simplement par intégrer quelqu'un qui est capable de dépasser ces difficultés. Et on a aidé à dépasser les difficultés parce qu'elle travaille sur l'ordinateur, elle a savoir. Contrôle, alt, etc., où il faut deux doigts, comment on fait si on ne veut pas mettre le bout. Donc, il y a des appétences différentes. Maintenant, tant qu'on n'est pas sur des obligations, il faut aussi trouver une manière que ce soit une opportunité de différenciation pour vos entreprises. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les objectifs du développement durable de l'ONU. Le développement durable, donc de toute la planète, c'est pas de pauvreté, pas de faim, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes. Donc, ce sont toutes ces thématiques-là. Et on estime que si tout le monde prend ces thématiques et arrive à les mettre en œuvre, ne serait-ce qu'en entreprise, alors on n'est pas tous concernés par les mêmes thématiques, le monde s'en portera beaucoup mieux et on arrivera à vivre de manière à peu près correcte. La première chose à faire, pas de pauvreté. Qu'est-ce qui se passe quand on est mal dans son pays parce qu'il y a la guerre, parce que l'injustice, etc., parce que l'égalité des sexes, ça ne... nous les femmes, on a tendance à... C'est plus souvent nous les femmes qui nous faisons tabasser dans notre pays pour des raisons X ou Y, que nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, qu'il n'y a plus d'eau, que l'eau est polluée, etc. Immigration massive. On va chercher des qualités de vie qui soient un peu moins terribles que ce que l'on a chez soi.
Oui, mais derrière, ça va déboucher sur quoi? Si tous ceux qui sont mal chez eux quittent leur endroit en pensant que l'Eldorado, c'est l'Europe, l'Amérique, etc., on va se retrouver avec des guerres. Donc, le meilleur moyen, c'est que les gens soient bien chez eux et vivent correctement chez eux, sans eau polluée, sans guerre, avec du respect des uns et des autres. Donc, c'est un programme global sur toute la planète. Pour que notre planète elle puisse s'en sortir, il faut passer par tous ces systèmes. Donc, 3 piliers à la RSE: environnemental, la nature, le social, l'humain interne et externe à l'entreprise, et économique. On peut faire de l'argent, mais en respectant l'humain et l'environnement. Des trucs tout bêtes, on a tous des déchets plus ou moins importants, plus ou moins dangereux, mais on produit tous des déchets. On a aussi la possibilité, tu parlais des fournisseurs tout à l'heure, de choisir quand on a la possibilité, parce qu'on peut faire travailler les locaux autour de soi plutôt que d'aller chercher la Goliath de France ou de Maurice. Donc il y a le choix des fournisseurs locaux, les achats responsables, réfléchir à ce qu'on achète. Alors pour la gestion de déchets, qu'est-ce que j'achète pour ne pas avoir les déchets, pour avoir les déchets les moins dangereux possibles? Excuse-moi, Magali, quand on parle de la guerre, ça peut être inclus dans ce genre de choses aussi? Je pensais Israël-Palestine, Carrefour qui s'installe dans les zones où il ne devrait pas. Ouais, ben moi j'y vais plus. En parlant d'achat responsable, est-ce que ça fait partie de ce qu'on estime être des achats responsables? Oui. C'est ça qui travaille dans le marketing. Après, imagine, alors je vais donner des noms pour illustrer, mais je ne pointe personne. Imaginez quelqu'un à La Réunion qui fait des t-shirts hyper branchés, etc., et qui vous fait une super pub comme quoi c'est du coton bio. Ouais, seulement derrière il y a Greenpeace qui passe, le coton bio qui arrive à La Réunion pour faire les t-shirts pour cette enseigne-là, ben, il est cultivé, récolté et filé par des Ouïghours en esclavage en Chine. Là, on peut te démolir comme c'est pas possible. Dior vient de se faire rattraper là, parce qu'ils ont un sous-traitant qui faisait coudre des sacs en toile de jute, etc., à Milan. Sauf que le gars, il avait des Chinois en esclavage, des Chinois, qui étaient là, on a des Asiatiques, et ça s'est su parce qu'il a tabassé tellement un qu'il a dû l'emmener à l'hôpital, et l'autre à l'hôpital, il a raconté ce qui se passait. Dior se fait rattraper par ce genre de choses. Alors, vous êtes des TPE, mais vous pouvez être rattrapé par ce type de problème. À La Réunion, par exemple, Ayotte, le groupe GPH, quand il y a 100 € qui est dépensé à La Réunion, il y en a 50 qui vont dans le projet de loi. Et ce n'est pas les Réunionnais qui en tirent. Donc, et à un moment donné, on va se retrouver. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent à travailler à côté, tu vois. Mais on ne va pas pouvoir empêcher des grosses structures. Par contre, la RSE empêche les grosses structures de plus en plus à faire ce qu'elles veulent. Et que quand tu as les ONG derrière qui surveillent, si tu fais, on parlait des avions tout à l'heure à Austral, on n'a plus le droit de faire une publicité où tu as un avion qui passe dans le ciel et que derrière tu as des petits cœurs et des petites fleurs et des petites pâquerettes qui sortent des réacteurs. Ça, c'est du greenwashing. Ah oui. Tu n'as plus le droit ou une voiture ou un truc comme ça. Tu ne peux pas te déclarer responsable, vert, etc. Et c'est même des mots qui sont aujourd'hui, c'est toi qui étais dans le marketing, il y a des mots aujourd'hui qui sont interdits d'être prononcés dans la publicité, etc. Sauf si tu arrives à prouver que tu y réponds vraiment. Notamment vert, notamment... Voilà. Je faisais les offres chez SFR à l'époque. Donc on avait, par exemple, sur un spot radio, tant de temps pour pouvoir faire valoir l'offre. On avait tellement de mentions pour utiliser un guide piéton, pour attention
aux ondes, etc., etc. Et on avait réellement que 30% de messages dits à voix intelligible, et le reste, voilà, le reste c'est ça. Et on ne pouvait pas faire autrement que de respecter ça, ou alors de rallonger le spot radio, c'est-à-dire allonger les sons. Aujourd'hui, quand tu mets, il te dit, il y a systématiquement, quand tu vends de la nourriture, qui te dit manger, Manger, voilà. Attention, l'alcool. Avec modération. T'as vu les notes aussi ABC, Donc ça, c'est des fois, il y a des combats trucs hyper beaux. sociétaux. Tu sais, il n'y a pas la tête, jusqu'à là, machin, c'est super bon. Je ne Si sais tu pas devinais si un peu ce que j'ai vu en magasin, ils te mettent ça tu as en vu la bleu nouvelle aussi, cabale alors sur que ces les produits trucs qui sont pour dangereux mettre ça en pour orange. le virus. Il doit y avoir des raisons quand même Ça peut derrière. être, tu peux, C'est bizarre. quand tu as une actualité qui est comme ça, c'est de sortir en disant attention, moi je vous propose un produit qui ne soit pas dangereux, qui ne tient pas, vous avez vu l'actualité. Ça peut être aussi un moyen de se différencier, dont on disait tout à l'heure. J'avance un petit peu parce que santé, sécurité, oui. Santé, sécurité au travail, donc QVTC, c'est qualité de vie, non c'est CT, j'ai parlé, et conditions de travail. Avant on parlait de la qualité de vie au travail, aujourd'hui on parle de qualité de vie et conditions de travail. Moi j'aime pas le mot bien-être au travail parce que ça fait du tout, etc. Et c'est un mot qui n'est pas galvaudé. C'est de proposer des formations à ces salariés pour être sûr qu'ils soient toujours restés dans l'employabilité. L'inclusion, on en parlait tout à l'heure, l'égalité professionnelle, hommes, femmes, handicapés, orientation sexuelle, orientation religieuse, etc., etc. Il y a toutes les égalités et on part de loin. Pour ces deux-là, on part de très loin. Santé, sécurité au travail, oui, garantir que les gars, quand ils vont rentrer le soir, ils seront vivants, ils auront tous leurs membres et que c'est une qualité de vie qui est extraordinaire. Il y a des pays où on n'est pas sûr, quand on rentre le soir, qu'on sera entier, selon les métiers que l'on fait. En France, on est protégé. Et ça coûte tellement cher aux entreprises de faire l'impasse sur la sécurité de leurs salariés qu'ils ont fini par le faire. Mais là aussi, on est parti de loin. Ouais, on a encore pas mal. Les enfants de 5 ans qu'on mettait dans les cheminées parce que c'était tout suffisamment petit pour ramoner les cheminées, il a fallu des lois fin du 19e siècle pour arrêter ça. Donc, on part de loin, mais c'est de la qualité de vie au travail. Les économies d'énergie. Alors, j'ai mis dans énergie, j'ai rajouté l'eau, malgré tout, parce que c'est des économies de fluide. Par ces économies-là, on participe aux efforts planétaux et en même temps, c'est des économies pécuniaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de lancer une démarche, même dans vos petites entreprises? Pour gagner en compétitivité, faire la différence entre les uns et les autres. Tout à l'heure parlait des clients, une demande client, mais il y a aussi une demande des fournisseurs, mais des clients. Certains d'entre vous répondent à des appels d'offres. Non. De plus en plus, dans les appels d'offres, il y a une partie RSE. Donc, si vous ne savez pas quoi répondre à ça, alors je ne suis pas suffisamment naïf pour penser que c'est vraiment ce qui fait la différence, mais de plus en plus, les entreprises, surtout les grosses entreprises qui ont des obligations RSE, elles ont des obligations de prouver qu'elles travaillent avec des entreprises, des fournisseurs, des sous-traitants, etc., qui sont dans la même démarche. Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça vient d'une catastrophe qu'il y a eu à Dhaka, au Bangladesh. C'est un immeuble qui s'est effondré sur des couturières. Il y a eu 2 milliers de poussières mortes. Et dedans, on a retrouvé des étiquettes Auchan, Carrefour, etc. Et quand on leur a dit, vous faites travailler des gens comme ça, dans de telles conditions, dans des bâtiments pourris, nous, jamais travaillé. Nous, on travaille avec monsieur Untel, et monsieur Untel, on ne sait pas avec qui il travaille. Donc aujourd'hui, on a un devoir de vigilance. On a une obligation de travailler avec des gens qui vont être aussi dans cette démarche respectueuse. Et autre chose, vous avez les financiers, les banques, les assurances, etc. Eux,
pareil, ils doivent regarder à chaque fois, on dit ah oui, la BFC, non peut-être pas la BFC, mais je ne sais pas quelle plus grande banque, ils financent Total, un des plus gros pollueurs de la planète. Il y a la BFC, je crois. Il y a la BFC, mais BNP beaucoup. Bon, ça fait. Ce sont des établissements qui travaillent ensemble depuis des décennies. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils cherchent à faire? C'est de prouver qu'ils travaillent aussi avec des entreprises responsables. Et pour ça, si vous leur amenez, vous leur prouvez que vous avez une démarche responsable, ils sont plus enclins à vous aider parce qu'ils cochent des cases et ils disent, ben voilà, ça, vous augmentez leurs statistiques d'entreprises responsables pour contrebalancer Total. Quoique Total, oui, mais Total a aussi ils font énormément de choses pour le renouvelable, etc. Mais leur cœur métier, le temps qu'il y aura Ça, c'est mon cœur, ça. Donc, répondre aux appels d'offres, solliciter des prêts, les assurances, s'il y a un risque santé, sécurité au travail, de la même manière qu'il y a un risque incendie, ou ils ne vous assurent pas, ou alors ils vont augmenter leur police d'assurance et ça va être des coûts séparés. Alors, par où commencer? En général, on demande de commencer par ces parties prenantes. Là, j'ai plusieurs, je vais avoir des tableaux, etc. Ils sont indicatifs, je vous enverrai mon support. C'est juste parce que c'est toujours plus ou moins la démarche et que c'est une démarche facile que vous pouvez réutiliser après. Donc, une partie prenante, c'est soit une personne, soit un groupe qui peut affecter votre entreprise ou qui est affecté par vos décisions. Donc, ce seront les deux. Ou une personne ou un groupe qui peut influencer les résultats économiques, sociaux et environnementaux de l'entreprise. Qui peuvent affecter l'entreprise, ça peut être vos clients, ça peut être vos banquiers, ça peut être vos assureurs, ça peut être plein de choses. On va les voir tout à l'heure. Et qui est affecté par vos décisions. Oui, si demain vous décidez que vous arrêtez tel produit, mais que ce produit il était hyper important pour une catégorie de la population et que du jour au lendemain, elle ne trouve plus de recharge pour ces départ, ou on les met en difficulté. Ou alors, vous décidez de rejeter vos fumées alors qu'il y a un lotissement qui est juste à côté, sous le vent, et qui va se retrouver pollué. Ce sont des gens qui vont être affectés par vos décisions et par vos activités. Donc, il est important d'identifier vos parties prenantes, mais aussi bien pour la RSE que pour vos actions commerciales, marketing, etc. Pour comprendre qui influence et qui est influencé par votre entreprise, afin d'anticiper leurs attentes, leurs besoins et les risques que eux peuvent vous apporter ou que votre activité peut apporter sur eux, et renforcer la stratégie globale de l'entreprise et de sa RSE. Donc ça va découler. C'est logique. Il y a deux types de parties prenantes. Les parties prenantes internes à l'entreprise, pour ceux qui ont des salariés et qui veulent en avoir. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé qui avait des salariés. Donc c'est les salariés, c'est les dirigeants, vous-même, vos associés éventuellement, les représentants du personnel, si demain vous avez cette taille-là. Ce sont des personnes qui, vous comprenez bien, ont un impact sur votre entreprise et sont impactées par l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une niche et vous avez vraiment de personnes hyper pointues pour travailler avec vous, et qu'il n'y en a pas beaucoup de ce genre de personnes sur l'île, vous avez intérêt de les chouchouter, de les garder, de savoir quelles sont leurs attentes. Et les attentes ne sont pas toujours que l'augmentation du salaire. C'est souvent par la qualité de vie au travail, la fierté de travailler pour cette entreprise-là. Et les parties prenantes externes, donc les clients, vos fournisseurs. Si vous n'avez qu'un seul fournisseur à La Réunion, parce qu'il n'y a que lui qui vend ça à La Réunion, on a intérêt d'être dans ces petits papiers. Parce que si demain il ne veut plus vous livrer ou
regardez ce qui s'était passé pour le GIR et plus personne ne voulait éditer les journaux, les imprimeurs. Donc, quand on n'a pas le choix au niveau fournisseur, c'est important. Or, au niveau client, si vous n'avez qu'un seul client, faut être sûr, à moins que ce soit vous qui soyez à la fois le client et le fournisseur, vous avez deux entreprises et vous répondez, mais un seul client, vous êtes en danger. Si vous avez 5000 clients, là, il va falloir arriver à comprendre qui sont les clients les plus importants que les autres. Les banques, les ONG, si vous vous retrouvez dans un secteur d'activité qui peut intéresser les ONG, les citoyens, les riverains, si vous polluez, que vous déversez vos effluents juste à côté, pour riverains, pour l'autre, capable de mettre un poulet noir dans notre tour et ne se mettre pas le feu. Donc il va falloir hiérarchiser ces parties prenantes. Lesquelles sont les plus importantes pour vous? Ce qui permet de mieux vous rapprocher d'elles pour arriver à comprendre quelles sont leurs attentes par rapport à vous et d'engager. Alors, le mot, c'est toujours de dire le dialogue avec les parties prenantes. C'était avec toi, Stéphane, tout à l'heure, on disait. Non, c'était avec Mario. On disait qu'il y a beaucoup de gros mots aujourd'hui, à peine compréhensibles dans les mots. Donc, le dialogue avec les parties prenantes, c'est d'arriver à avoir une communication avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de vous et mieux connaître votre clientèle pour pouvoir répondre à eux. Vos fournisseurs, est-ce que vos fournisseurs, vous attendez de vos fournisseurs uniquement le prix le plus bas? Ou est-ce que vous attendez des conseils? Comment est-ce que vous payez vos fournisseurs? Est-ce que vous les payez? Est-ce que vous plantez la boîte tous les 6 mois et puis vous en remettez une? Donc, le fournisseur, lui, en général, il est, alors je ne vais pas dire celui qui achète, vous achetez un crayon de temps en temps, hein. Je parle de fournisseurs qui sont significatifs. Ils vous permettent de vivre. Si demain, ils ne vous livrent plus, vous êtes coincé. Donc, ces fournisseurs, quel est le rapport que vous avez avec eux? Est-ce que vous lui permettez de venir en disant, écoute, ça fait 10 ans que tu m'achètes le même produit, sache que ce produit, il a évolué, il y en a un autre qui est, allez, 10% plus cher, mais qui va te faire gagner 15%. Donc au final, tu payes 5% moins cher. Est-ce que tu veux tester? Est-ce que tu veux pourquoi? Donc est-ce que vous lui permettez de venir apporter son expertise ou est-ce que vous voulez systématiquement le prix le plus bas? Donc vos clients, ce sont vos acheteurs de produits, les salariés, les collaborateurs internes, les fournisseurs, on va aller sur les fournisseurs réguliers, les collectivités locales, les banques, investisseurs, administrations, l'URSSAF, les impôts, l'inspection du travail, surtout quand il y a des métiers qui peuvent être dangereux, et le voisinage. On va leur donner des notes. Là, j'ai donné des notes sur 10. Si vous avez un seul client, celui-là, il faut le chouchouter. Par contre, si vous en avez 10 000, vous allez choisir celui qui vient le plus régulièrement ou celui qui vient une fois de temps en temps. Votre base de données, elle est pleine parce que vous n'avez jamais fait le bit et vous avez 10 clients. Donc, vous allez leur donner une note en fonction de quelle influence a cette partie prenante sur votre entreprise et quelle influence vous avez sur l'entreprise. C'est compréhensible ces deux notions. Fournisseur, si vous avez fournisseur, vous vendez votre cerveau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fournisseurs. Hein. Si j'achète pas mon ordinateur avec l'un, je vais acheter avec l'autre. Donc les fournisseurs seront peut-être pour moi des gens peu importants. Par contre, toi qui es sur l'aluminium, ton fournisseur d'aluminium, bon, mon chéri, t'es beau. Voilà, donc, par contre, celui qui te vend le stylo, celui-là, bon, tu le payes et puis c'est pour toi. Donc, donnez-leur des notes. Vous pouvez aussi éclater. Clients, je peux avoir mes clients abonnés, mes clients ponctuels, mais donc vous pouvez voir
plusieurs catégories de clients. Si vous avez des clients abonnés qui reviennent tous les mois, je ne sais pas comment tout fonctionne, tu as peut-être des gens qui viennent tous les mois. Ben, ceux-là, tu auras peut-être intérêt d'avoir une communication différente que celui qui est venu une fois et puis que tu n'as plus revu. Les administrations, est-ce que vous avez une administration qui est très fortement derrière vous? Médecine du travail peut-être? Pour nous? Oui. Oui, médecine du travail, puis l'État, plusieurs des collectivités. L'État? Plusieurs services de l'État, oui. Travaux dangereux, ils sont hyper à l'affût et hyper vigilants par rapport à eux. Donc il y a intérêt d'avoir une qualité de dialogue avec eux, voire même de les inviter plutôt que d'être toujours à se cacher pour ne pas les voir, quoi. Donc de créer une communication efficace pour répondre à leurs attentes. Mais bon, après, si on n'a pas besoin, ceux qui n'ont pas de salariés, l'inspection du travail, on s'en fout. L'environnement local, est-ce que vous produisez beaucoup de déchets? Ceux qui sont... Vous avez vu la réglementation, comment elle a évolué sur les déchets de travaux? Oui, très vite. Et elle va encore évoluer. Et on y souque. Donc, assurez-vous de bien connaître la réglementation et de répondre, voire peut-être même d'en faire des partenaires pour ne pas être inquiété. Donc, si vous arrivez à savoir est-ce qu'il y a un pouvoir faible, si vous avez un pouvoir faible et un intérêt faible, la partie prenante, elle a peu d'action sur vous et vous avez peu d'intérêt avec elle, bon, vous la formez. Par contre, celle qui a un fort pouvoir sur vous et vous avez un intérêt fort, bah, là, il faut vraiment les impliquer dans vos décisions de manière à ce qu'ils restent vos clients ou restent vos parties prenantes et restent avec vous. Là, c'est juste des méthodes de travail que vous pouvez reprocher. Si vous voulez donner des exemples pour vous, vous pouvez y aller. Donc, si vous avez vos clients ou un type de client a une influence très forte sur vous et un intérêt important, les actions vont être des actions de qualité, de traçabilité. Vous allez revenir vers eux avec ce type de communication-là. Vous allez pouvoir communiquer sur la qualité. Si c'est du tout venant et qu'ils veulent simplement un prix, ben vous n'aurez pas une communication RSE avec eux, vous aurez une communication uniquement économique sur les promotions, etc. Donc, selon la communication, selon leurs attentes que vous aurez identifiées, vous aurez une communication différente. Vos fournisseurs, eux, ce qu'ils attendent, c'est éventuellement des achats responsables, à minima payés dans les temps. Est-ce que, éventuellement, une charte ou de marquer sur votre facture qu'ils seront réglés 30 jours fin de mois, et vous vous y tenez. C'est presque un contrat que l'on fait avec eux. Les salariés, ils vont être attentifs sur les conditions de travail, pas forcément uniquement sur les salaires, mais sur les conditions de travail. Les autres, c'est un peu plus anecdotique. Quand vous avez une note qui est importante, le niveau de priorité, très prioritaire, moyen, faible, etc., selon les notes que vous allez croiser. Là, j'ai mis de 1 à 10. Si c'est trop élevé, vous le mettez de 1 à 5 ou de 1 à 4, et puis vous voyez sur votre matrice ce que ça va donner. Donc, maintenant, vous savez qui sont vos parties prenantes les plus importantes. Est-ce que c'est votre fournisseur parce qu'il est unique? Est-ce que c'est les salariés parce qu'ils ont une très forte attente et que si vous lâchez tout, c'est vous qui font grève, vous ne trouverez pas d'autres salariés tout de suite sans des longues formations. Donc, vous identifiez ceux qui sont les plus importants. Après, derrière, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à croiser vos parties prenantes les plus importantes avec leurs attentes. Qu'est-ce qu'elles attendent de vous? Est-ce qu'elles attendent uniquement le prix le plus bas? Est-ce qu'elles attendent un produit qui va les mettre en sécurité? Est-ce qu'un produit de très bonne qualité? Enfin bref,
Qu'attendent vos parties prenantes? Ça, c'était pour les clients, pour vos fournisseurs. Qu'est-ce que vont attendre vos fournisseurs de vous? Est-ce qu'ils attendent peut-être que quand leurs salariés viennent sur votre site, ils ne risquent pas de se faire trucider par un truc qui tombe du 5e étage? Ça aussi, c'est important. Un fournisseur qui vient, vous avez une entreprise de nettoyage. La personne qui va venir nettoyer ici ce soir, est-ce qu'elle va être toute seule? Si elle tombe dans l'escalier, qu'est-ce qui lui arrive? Alors que si on a mis quelque chose en place pour que cette personne se sente en sécurité quand elle est là, qu'elle sait que si soit on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre là, on change les horaires, cette personne se trouve en sécurité. Donc votre fournisseur, vous lui faites partager votre manière de penser et il sera peut-être un peu... donc la personne qui va venir faire le ménage, si elle se sent en sécurité, elle sera peut-être plus assidue. Et vous serez content parce que vous aurez des locaux qui seront toujours propres. Alors que si elle se sent très mal reçue, vous risquez d'avoir un absentéisme de votre fournisseur. Mais au final, le fournisseur, il va ramer pour essayer de trouver quelqu'un d'autre, mais c'est vous qui serez dans le sur votre lieu de travail. Repérer les enjeux significatifs et de la même manière qu'on a priorisé les parties prenantes, prioriser les enjeux demain pour pouvoir orienter plus facilement la discussion que vous allez avoir avec vos salariés, vos parties prenantes, en fonction des attentes qu'ils ont. Et il y a un outil que l'on peut avoir, alors encore un vilain gros mot, la matrice de matérialité, qui permet de visualiser entre qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est important pour les parties prenantes. Et si à un moment donné, on se retrouve tous les deux sur c'est important pour toi, c'est important pour moi, on met le point là-dessus et on avance très fortement. Les enjeux internes, on revient, bien-être des salariés, rentabilité et pérennité économique. Ouais, quand vous avez vos salariés, ils entendent à la radio que vous êtes en redressement judiciaire, etc. Eux aussi, ils sont stressés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à regarder s'ils peuvent aller travailler ailleurs de manière à éviter de plonger avec vous. La qualité de vie au travail, et c'est pas que le baby-foot, c'est l'aménagement des horaires de travail, c'est des locaux propres, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être beaucoup de choses, la prise en compte des difficultés des uns des autres, de pouvoir allaiter sur son lieu de travail, quand on revient de son congé de maternité. Pour vous, en tant que chef d'entreprise, ça va être la recherche de réduction de coûts liés à l'énergie, liés aux déchets, parce que les déchets ont un coût énorme. Et un déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, si vous arrivez à travailler pour limiter vos déchets au strict minimum, ça va vous coûter le moins possible. Surtout quand on est obligé de payer pour évacuer ces déchets. Il y a ceux qu'on met à la poubelle directement, et puis il y a ceux que toi aussi tu as beaucoup de chutes de... Non, moi je vends. Ah, tu vends des tables, d'accord. J'ai un peu d'emballage, voilà. Contrairement à mes clients, eux ils ont effectivement des chutes, et puis l'aluminium c'est très réglementé sur les filières de récupération, et puis ça peut même être, quand c'est des tout petits cocos très fins, ça peut être hyper dangereux, inflammable, etc. Les salariés, ils aiment bien l'engagement local. Ça peut être du mécénat d'entreprise, ça peut être de se dire, moi, mon entreprise, qu'est-ce qu'elle fait autrement que pour elle-même? Est-ce qu'elle... quels exemples on pourrait avoir? J'en ai un, si vous voulez. Par exemple, les cordistes qui vont à l'hôpital des enfants et qui se déguisent en super-héros et qui arrivent le long des cordes dans les chambres. Top. Et c'est eux qui l'ont proposé eux-mêmes ou c'est vous? On sait pas, c'est les cordistes de la Réunion, donc c'est pas que notre entreprise. C'est plusieurs entreprises. En fait, c'est plus le réseau des cordistes locaux. C'est pas une entreprise qui pilote ce projet-là.
Par contre, Mais ils le font sur ils leur sont travail. ils sont soutenus par l'entreprise, Voilà. notamment sur les équipements, les cordes, les installations, la sécurité. Et ça, c'est de l'or. C'est bien, ils ont pas bien acheté. D'autres exemples de vos côtés? Donc, réduction Et des bientôt, on coûts. va faire des salades d'art. Exactement, c'est ça. C'est deux colonnes séparées, hein, elles ne sont pas en lien. Par contre, les enjeux externes, vous pouvez avoir la réduction sur l'impact environnemental, sur la conformité à la réglementation. Est-ce qu'on balance tout dans la ravine plutôt que d'amener Quand personne regarde, oui. Non, je- Bah, oui. Et puis en plus, quoi la fait? On va mettre le carton avec le nom de l'entreprise dessus. Quoi. Donc ça, notre cochon, oui. J'ai une question. Du coup, il est facile de déclarer en fait la mise à disposition d'un salarié ou d'une prestation à une association et reconnaître du coup la démarche et en plus aller sur une liste. Est-ce que c'est possible sur le salarié dirigeant ou pas? Oui. Est-ce que c'est la même procédure que la problématique d'expert comptable? Et on m'a dit non. Et du coup, parce que moi j'ai un temps très investi sur l'associatif. Et à un moment donné, j'aimerais bien que ce soit reconnu à travers la démarche en entreprise. En tant qu'individu, tu peux le faire sans aucun problème. Après, par rapport à ta société, oui. Mais du coup, je ne peux pas défiscaliser sur la mise à disposition via le mécénat de compétences en tant que dirigeant d'entreprise. Je peux. Si. C'est sûr que tu peux pas. Écoute, on regarde ça tout le monde. Je suis en train de regarder par rapport à moi Ouais. pour faire des documents uniques en association, une association qui va ouvrir bientôt avec des travailleurs handicapés. Ils veulent les faire travailler en cuisine. Donc il faut vraiment borner la chose. Donc moi, je vais leur offrir la prestation. Et alors, ça ne peut pas dépasser. Il faut que tu trouves aussi une entreprise, une association qui peut te faire un quitus fiscal. Oui. Oui. Toutes ne peuvent pas faire de quitus fiscal et ça ne peut pas dépasser 0,5% de ton chiffre d'affaires. Donc en général, sauf si tu fais gagner un chiffre fabuleux, mais 0,5 c'est pas énorme. Ça. Non, mais après, moi, c'est deux choses. C'est déjà reconnaître. Mais normalement, tu peux le faire sans aucun problème. Bah après, voilà, bon, la comptable en question n'avait pas la donnée réglementaire. Il m'a dit non. Enfin, il m'a dit non. Sans me donner l'élément juridique qui me dit que je ne pouvais pas. Mais je n'ai pas donc trouvé la réponse. Voilà. Je suis preneur si tu trouves. Oui, si on trouve, Donc, des problèmes de conformité aux réglementations. Vos enjeux peuvent être la satisfaction client, votre réputation, votre image, comment elle peut être écornée, pour les outiller pour battre un peu de griffe, et les relations fournisseurs durables. Si vous changez de fournisseur comme de chemise, ils ne seront pas fidèles dans votre sens non plus. L'identification. Alors, je fais encore un peu de cours magistral et puis après on va échanger. Je vais vous demander pour vous quels sont vos fournisseurs les plus importants, etc. Vos enjeux les plus importants, vos impacts, etc. Donc vous allez identifier vos enjeux. À la fois en interne, si vous avez des salariés, mais parfois on n'a pas de salariés, mais on a un associé. C'est peut-être bien de savoir qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise et de rester en phase avec lui. Parce que quand on est en guerre avec un associé, c'est pas top. Donc, l'identification des enjeux, ça vous pouvez les trouver. Alors, vos enjeux, c'est dans vos processus. Rénovation, toi tu as rénovation de toiture, analyse de processus. Ben, qu'est-ce que tu vas regarder au niveau travaux? Tu vas regarder tes travaux sur site. C'est peut-être le processus le plus important. Tu ne vas pas aller travailler sur le processus de nettoyage de ton bureau. Tu vois, il faut vraiment que ce soit ceux qui soient les plus significatifs. Quel serait pour vous votre processus, ce que vous faites qui est le plus important parce que vous faites de la comptabilité, vous faites du filming, vous faites plein de choses dans votre journée de tous les jours. Donc toi, c'est quoi? Ce serait les livraisons, quel est ton process le plus important?
c'est la prise en compte de la demande client jusqu'à la livraison et la facturation. Ça, c'est la chose qui fait que ça tourne pour assurer la survie de l'entreprise. Parce que si cette chaîne-là est cassée, quelque part, je n'ai pas de vente, les ventes, il y a une chose, je ne vais pas payer. Mais il y a une partie, c'est toi, et après la partie suivante, c'est tes salariés, tes livreurs. Alors ça, c'est la partie, celle que je viens de décrire, ça c'est la partie que gère Jocelyn, mon magasin. Il traite depuis le devis jusqu'à la facturation du client et il fait intervenir le livreur, puisque là-dedans, on a 90% de notre chiffre d'affaires, c'est livré chez lui. D'accord. Donc, ce sera le processus sur lequel il faudra se poser la question. Et là-dedans, c'est toi qui livre. Non, enfin, c'est moi, c'est un salarié de mon entreprise. Voilà. Oui, c'est ça. Qui fait la livraison. Tu Ouais. n'as pas un prestataire à côté qui vient chercher et qui livre. Non. Donc, t'as Plein de fait- raisons Ouais, tu as les- de sur-mesure, de satisfaction, de délai et de comment on peut dire ça, d'adaptation en temps réel. Parce que là, il y a des choses qu'on a face à faire des humains en face, il y a des gens dans les ateliers, il faut savoir s'adapter. Et je sais que si je prends un prestataire, ça va être de la boucherie. Dans vos corps, est-ce que vous voulez intervenir pour dire pour vous qu'est-ce qui est le plus important dans tout ce que vous faites dans votre entreprise? Si vous faites la comptabilité, est-ce que c'est si vous êtes un expert comptable, ben oui, la comptabilité, c'est peut-être le processus le plus important. Mais pour vous, il y a besoin de. Moi, j'ai deux choses. J'ai l'import de marchandises et j'ai le déplacement. Des déplacements à toi? Oui, des déplacements clients, déplacements de livraison. Mm. Sur l'import, c'est pas encore tout à fait. Enfin, je travaille dessus continuellement avec les partenaires. Mais en réalité, plus. C'est un peu paradoxal, mais plus il y a de flux et plus c'est intéressant. Donc, le flux, il faut travailler sur un tas de choses. Mais c'est un travail continu qui n'est pas encore terminé. Sinon, les déplacements, ouais. Donc, j'ai déjà fait un premier pas parce que je me suis délocalisé en termes logistiques. Plutôt dans le nord-ouest pour être un peu plus facile d'accès parce que j'étais dans l'est avant. Oui. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et tu stockes chez toi, tu stockes. Oui, pour l'instant, c'est un stockage. Oui, c'est ça. Donc, là aussi, cette partie stockage qui est importante. Oui, mais non, enfin, je peux pas dire qu'elle soit importante. Oui, tu réceptionnes, tu dis. Pour la partie RSE, pour moi, le plus important, c'est vraiment l'import et les déplacements. En fait, les déplacements, c'est ça, c'est plus de l'optimisation. C'est de faire les déplacements par secteur. Et après, c'est plus la partie, c'est ça, import de marchandises. Est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est du. Dans ta partie import, dans tes fournisseurs, la partie import est presque aussi importante que ton fournisseur de matière première, de matière première. Mm. Parce qu'il faut, c'est toi-même qui fais l'import. Je passe par ces prestataires. Voilà, mais en fonction des fournisseurs, c'est moi qui gère plus ou moins on va dire le suivi. Donc, il est important de savoir à quelle réglementation vous êtes fourni sur vos processus les plus importants. Là-dessus, quelles sont vos attentes de vos parties prenantes? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, débarrasse-moi de mes chutes d'aluminium? Non, mais lui, il est embêté avec C'est ça. pas mon métier, ça. Il est embêté avec ça. Ça pourrait être ça. Alors, si c'est un bon client et qu'il est embêté avec ça, j'ai des contacts et je lui dis, je vais te rendre service, je vais te mettre en relation avec quelqu'un, ça va t'enlever les pieds du pied. Oui, et ça peut être même un service en plus qui peut être facturé. Donc, ça peut être. Donc, je ne connais pas vos métiers, Oui. donc j'extrapole. Quelles sont les tendances de votre secteur d'activité, le benchmark? Est-ce que vous êtes les premiers à avoir cette nouvelle manière de penser RSE? Ou est-ce que tout le monde s'y est mis, il y a que vous qui vous êtes pas mis? Que font les autres là-dessus? Est-ce que les autres continuent à ne communiquer que sur un prix? Ou est-ce qu'ils commencent à communiquer sur des produits bio, sur non-atteinte à la santé des personnes, en tout cas de vos clients qui vont venir? Est-ce que. Donc,
ça peut être aussi, vous pouvez faire ça, mais en toute sécurité, parce que vous le faites avec moi et que moi j'utilise tel produit, tel processus, tel procédé, etc. etc. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'attendent les clients? Est-ce que, alors aujourd'hui, est-ce qu'ils attendent uniquement que je ne veux pas entendre parler des déchets, faites ce que vous voulez, sortent avec, et mettre ça dans la ravine, c'est pas mon problème? Ou est-ce qu'il commence à y avoir des clients qui veulent aussi avoir la conscience tranquille parce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils ne vont pas se faire rattraper en même temps que vous si les déchets sont retrouvés avec leur nom dessus dans la ravine. Donc, les mentalités changent. Il faut essayer de coller aussi aux mentalités, si tant est que vos parties prenantes les plus importantes sont intéressées par ces tendances. Donc, vous allez identifier vos enjeux, selon que ce soit des enjeux environnementaux. Est-ce que j'ai des déchets? Si vous n'avez pas de déchets, vous ne occupez pas de ça. Bon, c'est pas pour une cartouche d'encre qu'on peut ramener à Bureau Vallée qui fait des grands panneaux 4x3 qui dit qu'il récupère ça combien? 25 centimes. 25 centimes? Non, il en manquait 25. Non, il manque jusqu'à 2 euros. Jusqu'à 2 Mais euros. c'est. Mais c'est la- Voilà. Mais c'est 25 Oui, centimes. mais tu te rends compte de Oui. ça? Le bouc, il fait des panneaux 4 Oui. par 3, rien que pour dire ça, qu'est-ce que ça lui a coûté? Mm. Et il va te racheter ta cartouche. Mm. C'est quoi l'image derrière? Marketing. Mm. Il dit au gars, venez, on est une entreprise responsable. Le gars, quand il va ramener sa cartouche, il va faire un tour dans le magasin, il va acheter 3 stylos, Il va acheter d'autres cartouches. C'est il moi va ce que j'ai acheter fait, des j'ai acheté d'autres cartouches, et tu vas le fidéliser là-dessus. C'est tout bête. Si l'enjeu pour les clients, c'est de fonctionner de manière durable, il sera prêt à payer un peu plus cher auprès de cette enseigne que un peu moins cher, mais on ne sait pas très bien comment c'est géré. Donc, je pense que ça a un prix. Enfin, Et si ça, on le voit fleurir, c'est qu'ils ont eu une étude marketing derrière et ils savent que ça a un impact. Donc, par contre, vous avez l'autre. Venez chez nous, il y a ce prix-là. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. 2 fois la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? on est sûr. Le Pékin moyen, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah ben lui, il vend pas cher. On est sûr, lui, il vend pas cher. Il y aura peut-être 3 ou 4 qui vont faire le tour pour se faire rembourser 2 fois la différence. Mais ils sont prêts à payer ceux qui vont la différence. Ils vont payer 2 fois, ils vont payer 2 fois 3 euros. Ça leur fait pas grand-chose. Par contre, dans notre tête à nous, on se dit, lui, il vend pas cher. Donc, si mon intérêt, c'est d'acheter pas cher, je vais aller là-bas. C'est tout bête. Bureau Vallée de 2 euros, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas mauvais. Mm. Il a compris qu'on peut communiquer sur de la RSE. Après, par contre, vous prenez une enseigne qui va vous faire, si vous trouvez la différence, je vous rembourse 2 fois la différence. Moins cher, je vous rembourse 2 fois la différence. Donc, lui, il matraque sur les prix. Ou alors, il va vous dire, je recycle, etc. Et que derrière, vous apprenez qu'ils mettent de la javel sur les produits frais pour pas que les clochards puissent venir les manger plutôt que les donner à des associations, etc. Son image, elle est complètement détruite par ça. Quand vous aviez, c'était Zara ou H&M, je crois, avant où il y avait 2 ou 3 saisons sur les vêtements. Aujourd'hui, toutes les semaines, la collection change. La collection elle change, mais quand on apprend que les invendus ils sont déchirés pour pas que les gens qui en ont besoin puissent venir récupérer dans les bennes derrière, ça vous détruit votre image. Vraiment. Ah si, Zara ne souffre pas vraiment de ces. si, il y a eu toute une partie de, c'était Zara, non, H&M, H&M, ils ont eu une grosse partie boycott, mais tu les as pas là, ils n'ont peut-être pas trop suivi Ouais, mais ça. ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ont une grosse partie boycott un temps. Mais Après, on fait de la com, on rachète son image et c'est très vite oublié. c'est de moins en moins vite oublié. Rappelle-toi, alors peut-être trop jeune, c'était les Jeux Olympiques d'Atlanta, ou la Coupe du Monde de football qui était aux États-Unis. C'était pas les Jeux Olympiques d'Atlanta.
Nike a fait un truc pas possible, ils ont cousu tous les ballons, etc. Donc comme ils avaient fourni des ballons, ils ont fait une com monumentale. Seulement, Greenpeace est allé derrière, les ballons, ils étaient cousus à la main par des petits Chinois qui avaient moins de 10 ans. Ça leur a cassé leur image. Ouais, mais ils sont toujours là. Donc en fait, Oui, ils sont toujours là, mais à un moment donné, ça fait mal à un certain moment, mais les gens oublient vite parce qu'ils ont une force de com qui fait qu'ils arrivent à Balayer. faire oublier aux gens ces scandales-là. Je pense que ceux pour qui c'est important, ils vont Mm. Après, Oui, c'est- mais c'est si ce tu que regardes disait leurs tout chiffres, à l'heure. par exemple, tu laisses passer cette période, effectivement, il y a un fort boycott et leurs chiffres plongent. Aujourd'hui, les chiffres, tu vois où ils boycottent. Même si nous, par exemple, moi, Zara, à l'heure actuelle, ça a été prouvé, Zara travaille avec des usines qui travaillent des guides branchés. Donc, travail forcé. Ça, on le sait. Il y a eu des rapports, c'est sorti au Parlement européen. Il y a soi-disant des lois qui sont passées sur la responsabilité des entreprises, sur les entreprises qui importent, etc. Oui, sauf que ça, demain matin, ça ne donnera rien. Aujourd'hui, les gens consomment tout. Moi, par exemple, à l'époque, je vivais en métropole. J'ai stoppé ma consommation de Zara, moi, quand j'ai su ça. Nike, c'est pareil. Ils sont dans les mêmes dossiers. On sait qu'ils ils exploitent aussi des bourgs. Et il y en a plein d'autres comme ça. H&M, et comme c'est beaucoup, ils travaillent pour moi, Toute la terre. et je boycotte toujours aujourd'hui, oui. Mais dans la proportion, c'est beau, hein, les gens comme moi, et heureusement, je ne suis pas la seule, mais dans la proportion, quand tu regardes quand même les chiffres que font ces marques aujourd'hui, Oui. elles ont rien à faire de ces scandales. C'est un début pour moi. C'est un début de. Ben alors, Ça c'est un fait bouger début les qui doit lignes. être Ça fait 20 ans, bouger, voilà, c'est ça. Ça fait bouger les lignes. Et les lignes, elles bougent de plus en plus rapidement. Moi, j'ai une fille qui a 28 ans. Elle est avocate aujourd'hui. Elle a fait ses études en France, Sciences Po. Elle était à Columbia, à New York, etc. Elle a toute une bande, une trentaine de copains, copines qui sont câblés à peu près pareil. Donc, avec des niveaux de vie assez élevés. J'aurais dit, mais nous, on a une maison à Maurice, on est dans mauricien, etc. Et puis, on avait de quoi loger. Je dis, on te laisse la maison, nous, on part les vacances, ramène toute la bande, faites la fête, etc. Il y a son chéri, sa meilleure amie qui sont venus. Les autres ne veulent pas prendre l'avion. Ah oui. Dans leur contrat de travail, ils font mettre aucun déplacement en avion. Pourquoi? Je vais ouvrir là. C'est en France, hein. Et pourquoi? Aucun déplacement en avion. Parce que ils sont dans cette démarche, je veux être responsable. Nous, à La Réunion, bon, il n'y a personne qui est dans le tourisme ici. Nous, à La Réunion, si on prend pas ça en ligne de compte, on va rater quelque chose. Dans 10 ans, tous ces gens les baby boomers qui avaient envie d'aller partout dans le monde, dans des clubs med, ou c'est le même club med qui soit à Djerba ou qui soit à Chamonix, enfin bref, on ne sort pas du club med, quel que soit l'endroit, c'est fait pour rester. Pourquoi tu as payé pour aller de l'autre côté alors que c'est fait pour ne pas en sortir? Bon. Donc il y a une méthode, un style, on avait envie de voyager, d'aller voir plein de choses par nous-mêmes et de bien manger. Ma génération, c'est plus ça. Si les compagnies aériennes, on ne commence pas à réfléchir à ça, si la Réunion ne pense pas à ça, ne se vend pas comme une destination responsable, venez à la Réunion, n'ayez pas honte de prendre l'avion, Flag Calm, de Greta Thunberg, c'est la honte de prendre l'avion. C'est un mouvement. Et on se rend compte au niveau des populations à bord, à part les étudiants qui partent pour faire des études, les jeunes voyagent moins, n'ont plus cette envie de voyager. Eh bien, il faut commencer à réfléchir à ça pour que la Réunion reste une destination touristique, mais une destination durable. Tu vois? Mais c'est un mouvement qui est en train de voir le jour et qui est de plus en plus prégnant. Donc, quand tous les baby boomers ne seront plus en état de voyager, voire ont disparu, qui sera dans les avions? Ou alors on se dit, on ne veut plus d'avions sur la Réunion, on va faire venir en bateau. C'est toute extrême, hein. une économie d'un pays, c'est toute une économie d'un pays qui est rattachée à ça. Il y a
beaucoup de choses qui bougent. Tupperware vient de mourir. Tout ça, ah ouais. Ils n'ont pas compris le virage du plastique. Putain, on l'a vu venir, hein. Et bien, ils n'ont pas pris ce virage-là, et d'un coup, ils se sont retrouvés avec des gens qui ne veulent plus acheter de plastique. Pourtant, quand on achète un Tupperware, on le meurt avec, hein, on peut le mettre dans le sac. Ah ouais. Moi, j'ai des Tupperware qui m'ont été offerts il y a 35, plus de 35 ans pour mon mariage. Ils sont toujours là. Ils passent pas au micro-ondes, ils passent à la machine à laver, ils passent dans le congélateur. Ça ne bouge pas. Le vrai truc Tupperware, là, c'est une marque qui est morte. Parce qu'ils n'ont pas pris de virage. Parce qu'ils Pourtant- n'ont pas vu venir la chose. Pourtant, c'est durable. C'est du plastique durable. Ouais, mais ils l'ont pas vendu comme ça. Ouais, c'est ça, les enfants. Duralex, en France, là, ils sont en train d'exploser alors que c'était pratiquement mort. Les salariés ont repris, donc c'est une, comment on appelle ça, une SCOP, Une coopérative. oui, C'est une une- coopérative reprise par les salariés. C'est un SCOP, c'est ça? Oui, une scope ou un Voilà. skip ou Eh scope. bien, eux, ils ont compris ça. Et ils ont aussi compris qu'il fallait changer l'image de marque, que c'était plus cette espèce de gobelet qu'on avait à la cantine quand on était petit, et puis voilà. Mais que c'est solide, que c'est durable, que c'est aussi, allez, c'est redevenu à la mode et c'est design. Et ils ont joué, ils ont changé l'image. C'est important. Comment? C'est la dimension santé, parce que c'est Du verre. voilà, c'est du verre et il n'y a pas les. Je vois pas dans un Eh bien, ils ont changé l'image de marque et Duralex, ils sont en train d'exploser. C'est pas la même chose. Ils sont en train d'exploser parce Ceci que est- ils ont compris qu'il y avait des nouvelles attentes et qu'il fallait changer le route. Bon, allez, d'accord. Donc, une fois qu'on a l'étape 1, c'était d'identifier vos enjeux les plus importants. Les enjeux à toi ne sont pas les mêmes que les siens. Qui est-ce qui me disait que c'est toi, tu as beaucoup de déplacements. Toi, tu n'en as pas, si ce n'est de venir à ton institut. Toi. Donc l'enjeu n'est pas le même. Tu ne vas pas aller travailler sur ta mobilité. Après, donc, il va falloir hiérarchiser vos déchets. Toi qui as des déchets de BTP, toi non, toi tu fais de la MAO, mais toi tu as des déchets BTP ou pas? Toi oui? Moi, j'ai plein de déchets. Tu en as plein? D'accord. Eh bien, ça va être un enjeu important. Par contre, pour d'autres personnes, si c'est pas important, on ne s'occupera pas des déchets ou on s'occupera quand le reste aura été fait. Donc, les hiérarchiser, à la fois pour les parties prenantes et pour vous. Donc, recroiser de la même manière qu'on a croisé tout à l'heure les parties prenantes, l'intérêt de la partie prenante et l'intérêt, notre intérêt, quelle était l'importance de la partie prenante pour nous et quelle était l'importance de notre entreprise sur la partie prenante. On va croiser de la même manière les enjeux par rapport aux parties prenantes. Si votre fournisseur, si votre enjeu, ça va être les déchets, peut-être que c'est intéressant de discuter avec votre fournisseur en disant, est-ce que tu as, moi écoute, je suis désolée, je t'apporte des télés et je revends des télés et toi tu me les donnes emballées avec du polystyrène et moi le polystyrène ça me coûte horriblement cher, c'est un déchet dont on ne sait pas quoi faire, je ne peux pas le mettre dans ma benne parce que je vais me faire taxer, est-ce que tu peux m'aider à ne plus avoir ce déchet de polystyrène? Donc il va te dire, est-ce que tu es d'accord si je te mets ces espèces de sachets plein d'air? Ou alors je te mets du carton. Ah bah ouais, le carton c'est pas mal parce que le carton, ça se recycle plus facilement. Ouais, donc ce dialogue il est important. Tu as un problème de déchets, tu peux voir ton fournisseur pour en discuter avec lui. Il est intéressant aussi de savoir quelle est votre capacité d'action. Si vous avez détecté un enjeu qui est hyper important pour vous et qui est hyper important pour vos parties prenantes, il va falloir mettre beaucoup d'énergie, voire d'argent, pour pouvoir contrôler cet enjeu. Donc ça peut passer par tout ce que vous voulez comme communication avec vos parties prenantes pour identifier leurs attentes. Ça peut être des questionnaires. On est
piraté par tous ces, enfin, pas piraté, pollué par tous ces questionnaires en ligne de satisfaction, etc. Parce que toutes ces entreprises qui vous balancent des questionnaires, ils ont des obligations de prouver qu'ils ont eu un dialogue avec leur partie prenante. Donc ils balancent des questionnaires. Donc ils vont balancer 10 000, il y en a 500 qui vont répondre. Ils disent, ok, j'ai un dialogue, j'ai lancé des questionnaires. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces questionnaires? Quelle est la pertinence des questions qui sont posées par rapport aux enjeux? Vous avez, est-ce que vous en avez discuté dans vos cours précédents sur les risques et opportunités? Ça me dit quelque chose, ça. Vous n'avez pas fait une matrice des risques et des opportunités? Ah, le SWOT? Le SWOT. Oui. Oui. Si, ça a été abordé, ça. Si. Voilà. Vous, de la même manière, comment faire pour transformer un risque en opportunité? Donc ça, c'est... Si vous devez avoir un risque parce que vous n'observez pas la réglementation, eh bien, comment faire pour être sûr qu'on reste dans la réglementation? Donc, il va falloir anticiper aussi l'évolution de la réglementation pour pas qu'elle vous tombe dessus au dernier moment et que ça vous coûte beaucoup plus d'argent parce que ça fait quand même 5 ans qu'on en parle, mais vous avez attendu le dernier moment pour que la loi tombe. Et puis là, il va falloir embaucher quelqu'un pour travailler là-dessus. Alors que ça fait 5 ans que vous auriez pu commencer à envisager ce risque qui allait arriver. Et vous n'êtes pas prêt quand il vous tombe dessus. Donc, votre prix de cotation, ça peut être quel impact et quelle importance peut avoir l'enjeu sur votre entreprise. Est-ce que c'est un entre très élevé, faible? Là, je mets une échelle sur 5. Une échelle sur 10, ça vous donne ça vous donnera du pourcentage. Sur 5, c'est parfois plus difficile d'arriver à l'imaginer. Sur le F1, il y a un qui est intolérant. Ah oui, c'est à l'inverse. Oui, ça devait être plus élevé. Oui, je vais corriger. Non, pour corriger, il faut que je sorte. C'est la slide. Donc, si vous avez la réduction de la consommation énergétique, c'est un enjeu RSE chez vous, et que c'est une attente de vos parties prenantes, et que vous le mettez en 5, si c'est important pour vous et pour la partie prenante, il va falloir s'en occuper. Toi, dans l'événementiel, si tu arrives à dire à ton client, ben voilà, moi j'interviens chez vous, je vais mettre tel type de luminaire, telle chose comme ça. Donc, mon intervention, je suis capable de chiffrer que ça va vous coûter tant de kilowatts. Alors, ça peut être intéressant, parce que c'est des coûts cachés pour lui. La problématique aujourd'hui, c'est que bon, après, moi, je ne fais pas d'événementiel pur, type concert, etc. On est toujours sur un projet de développement territorial et l'événement sert le projet. En fait, toute la démarche, elle est sur, on fait un calcul sur combien sur la part de financement qu'on reçoit revient sur le territoire, sur les typologies des fournisseurs, restauration, etc. Donc, on est en capacité de mesurer ça. Par contre, je prends un exemple sur Salazie. Arriver à estimer, faire une étude sur la consommation électrique, etc., la pollution lumineuse, etc., ça me représentait à peu près 40 000 euros d'études. Parce que les boîtes à la maison qui font ça, elles chiffrent bien. Donc en fait, sur un projet global à 300 000, je ne peux pas consacrer 1/6 de mon budget à l'étude environnementale. Et avant, il y avait un acteur qui faisait les éco-cups et les toilettes sèches, qui faisait des études justement l'impact de l'eau, mais qui a arrêté avec le Covid d'ailleurs. Et depuis, on n'a que des boîtes privées. C'est bien les boîtes privées, c'est aussi bon.
Mais ils sont pas du tout, enfin ils sont sur des prix comme ils sont peu nombreux que je peux absolument pas amortir. Mais si ton client te demande une intervention, lui, il est dans une démarche maîtrise de l'énergie. Il te demande, allez, c'est les 20 ans de sa boîte. Il veut faire, c'est peut-être pas ton cœur de métier. Il veut faire, j'allais dire une grosse boule, il veut faire une belle soirée pour ses clients et pour ses salariés. Mais il est il travaille déjà lui-même énormément sur sa consommation d'électricité. Peut-être que si toi tu arrives derrière et que tu arrives à lui dire, ben voilà, moi j'ai que des spots en LED, il y a, c'est, je sais pas moi, 5 kWh, on va les utiliser pendant, je dis peut-être n'importe quoi, on va les utiliser pendant 7 heures, donc 7 fois 5, 35, on va utiliser, chacun il va utiliser 35 kWh. Donc d'arriver à lui amener ça, parce que peut-être qu'il est aussi dans une démarche bilan carbone, qu'il sera dans une démarche, tu vois. Les déchets en événementiel, de plus en plus, ça devient un sujet. Ça, c'est assez bien géré aujourd'hui. En fait, ça devient bien géré quand ça devient une initiative collective et pas une initiative individuelle où on est sur des coûts importants. Aujourd'hui, on a tout simplement une réduction des enveloppes budgétaires sur les temps événementiels parce qu'on n'augmente pas les prix sur les entrées, etc. Donc en fait, on n'est plus en capacité, comme il fut un temps, de payer des études sur l'éco-responsabilité, sur la gestion des eaux grises, etc. sur nos événements. Donc on a une demande de le faire, mais derrière, le commanditaire n'est pas en capacité de financer ce que ça impliquerait de pouvoir le faire. Donc on a un peu de cohérence entre le budget qui est investi pour l'opération et la qualité attendue de l'opération. Oui. Est-ce que c'est pas ton rôle, toi, de dire que, étant donné que pour avoir tous ces indicateurs de qualité qui soient élevés, j'ai tant de coûts, vous avez pensé à 300 000, si on veut être cohérent, il faut mettre 400 000. Si tu mets 300 000, ça veut dire que tu rognes sur la qualité que tu n'as pas d'âme. Tout à fait. Donc du coup, on revient sur la qualité. Non, mais, en fait, on a après c'est un enjeu culturel sur le territoire. On est le département français, je peux à l'échelle nationale, qui est l'un des départements qui a le plus de festivals, d'événementiels à l'année. Parce que, je prends l'exemple de Saint-Denis ou Saint-Paul, on a plus d'événements à l'année que le nombre de jours dans l'année. Par exemple, Saint-Paul, on est à 360 à peu près événements à l'année. Voilà. Et sur Saint-Denis, et je ne parle pas en plus des contextes électoraux, où là, on double, voire triple la production événementielle. Donc c'est juste énorme. Après, l'événement est à la fois la fête de quartier, mais qui nécessite sono, plateau, etc., comme le gros festival, qui a différents dimensionnements. Et, sauf que on attend la même visibilité, la même envergure que des très gros événements qu'on a dans des grosses métropoles. Je prends l'exemple de la pseudo biennale de photos qu'on était censé organiser. On me demandait de faire la même chose que les rencontres de Arles. Les rencontres de Arles, c'est 11 millions d'euros de budget par an sur la biennale. 11 millions. Le plus gros événement financé, subventionné, il est et encore, il y a 50% financement public, 50% financement privé, on est à peu près à 600-700 000 euros. Donc on n'atteindra jamais, on n'a aucun événement à 1 million d'euros de budget. Donc forcément, on a des exigences de commanditaires qui sont énormes. Et puis finalement, à la fin, quand ils te disent à un mois de l'événement, t'as que 30% de tout ce que tu as demandé, et forcément, d'un seul coup, il n'y a plus personne qui regarde sur les qualités, sur les co-responsabilités, etc. Donc ce qu'il faudrait, c'est diminuer, voire réduire pratiquement de 50% l'offre événementielle pour ramener à une offre événementielle de qualité. Mais ça c'est une autre histoire. Mais ça peut être aussi, il y a peut-être un produit à travailler. Mais comme tu dis, comment je le fais, comment je finance ce produit, etc. Mais c'est aussi un risque, une opportunité. Ouais. Donc, dans risque opportunité. Donc, voilà, on recoupe les salariés, la qualité de vie au travail. Les salariés sont beaucoup plus intéressés par ça
que souvent l'employeur, sauf que l'employeur il va être intéressé différemment, c'est que son taux d'accident de travail, ça coûte très cher. Donc le moindre accident de travail, ça coûte très très cher. Comment? C'est pour ça qu'on essaye de le cacher. Il y en a qui essayent de les cacher, oui, oui. Mais le jour où tu as un accident qui est très grave, voire mortel, et que tu as l'inspection du travail qui débarque chez toi, Ah oui, moi je suis principalement formatrice pour les accidents dentaires, parce que c'était mon métier avant. Et je fais toujours une météo du jour quand j'arrive, et je vois que j'ai une de mes apprenantes qui n'est pas top. Et elle me dit, en fait hier j'ai fait un AES, donc accident d'exposition au sang, je me suis piqué avec une seringue contaminée. Et ma chef, elle est venue et elle m'a dit par contre, je vais fermer ta gueule parce qu'on est dans la merde et il ne faut pas que je me crée des problèmes. Et je lui dis, si c'est pas toi qui me dis, je dis c'est moi. Moi, tu me l'as dit, je dis c'est pas possible en fait. Enfin, tu peux pas, à force de. J'ai pris à part et discuté avec elle. Elle m'envoie un message pendant le week-end en me disant bah c'est bon, j'ai été chez le médecin, elle dit qu'on a fait ma déclaration d'AES. Ok, super, machin. Donc j'ai discuté avec elle et puis je sais pas, après un mois, 3 semaines, quelque chose comme ça. c'est bon pour les résultats. Hein. Ouais, même pas ça, c'est parce que dans le dentaire, normalement, c'est pas le salarié qui est censé déclarer la sécu, c'est l'employeur qui doit déclarer à la sécu. Comme tout dans Et du coup, elle a reçu un appel de la sécu qui lui dit bah, par contre, vous avez déclaré, mais il y a 3 semaines et nous, votre employeur n'a toujours rien déclaré. Elle dit bah oui, je sais, mais voilà quoi. Et du coup, ils ont déclenché un contrôle sécu et ARS. Aujourd'hui, le cabinet a Et si derrière tous les côtés panoramiques, etc., avec les radiations, les risques. ça me fait ça, c'est parce que déjà ils se sont retrouvés. Moi, ce que je leur dis, en fait, on peut faire des économies, mais je pense pas sur ça. Aujourd'hui, la réglementation de la Sécu a dit que pour qu'une radio elle soit remboursable par la Sécu, votre dentiste est censé l'imprimer et vous la remettre. Ce que personne ne fait, sauf que ils le savent, parce que ça apparaît dans les dossiers. Donc comme la Sécu est venue, ils ont regardé l'histoire de la baisse, mais ils ont été aussi fouillés dans le dossier des patients et ils se sont retrouvés à devoir rembourser toutes les radios de tous les patients au début du cabinet. Et ça, c'était l'année dernière. Et cette année, j'ai une apprenante qui était dans ce cabinet-là. Et un jour, elle arrive, elle me dit le cabinet ferme, donc il faut que je retrouve un cabinet. Quoi. Et j'ai dit de toute façon, ça fait des années que ce cabinet. On savait, il était dans le collimateur. J'ai dit ils ont pu jouer. Mais pour moi, je ne joue pas avec la santé des salariés, quoi. Enfin, surtout là-dessus. Quoi. Moi, pour en avoir fait un à AES, d'avoir été comme ça, parce que la patiente évaporée dans la nature, donc pas moyen de savoir si elle était malade ou pas. Ceux qui nettoient les avions régulièrement dans les pochettes d'avions devant les souris, avec des bulles comme ça. Cervère, Pourtant, il y avait Cervère, quand tu nettoyais les avions, les Cervère, ils ont 4 à 5 par an. Et en plus, à bord, on a des récupérateurs d'aiguilles. Oui, c'est ça, parce que c'est marqué dans les toilettes. Et donc, il y a deux choses. Tu as les pochettes et puis tu as... dans les toilettes à bord des avions, c'est pareil. Là où tu mets le papier, etc., souvent, c'est un gros bouchon en haut. Donc, il faut appuyer. Mais tu n'as pas des gants anti... Moi, tu ne peux pas travailler. Il y a énormément d'accidents. Mais... Je vends des gants non perforables. Tu imagines le gars qui a des gants non perforables pour faire ça, et puis après il va enlever ses gants pour mettre des gants en vinyle ou en latex pour ramasser les couvertures, et puis après il va prendre des gants en chambre pour sortir les grilles du four. Au bout d'un moment, si tu ne fais pas le clip derrière, il va rien faire. Donc, voilà. Donc si votre enjeu c'est la qualité de vie au travail, il va falloir s'y mettre fortement pour pouvoir répondre à cet enjeu.
Si c'est la gestion de déchets, eh bien, il va falloir s'assurer qu'on est à minimum conformité réglementaire. Et surtout, derrière, d'essayer d'avoir des réductions de... Et la meilleure réduction de coûts que l'on peut avoir dans la gestion de déchets, c'est de ne pas avoir de déchets. Pas de le mettre dans la radine, mais de ne pas avoir de déchets. Et pour ne pas avoir de déchets, ben, c'est de travailler peut-être avec ses fournisseurs en amont sur des achats responsables pour ceux qui ont des déchets. Des questions par rapport à ça où je peux avancer? C'est bon pour nous, c'est un bon moment. C'est la déléguée. Voilà. Déléguée, Claire. Si la réduction de la consommation énergétique est très importante pour l'entreprise parce que ça vous coûte 100 000 euros par an, et que c'est important aussi pour la partie prenante parce que si elle a le choix entre un téléphone qu'il faut pratiquement toujours brancher et puis un autre de la marque concurrente que vous rechargez une fois par semaine, il va y avoir cet enjeu-là risque d'être important. Donc la priorité commune des deux sera très élevée. En revanche, les achats responsables, vous n'êtes pas inquiétés parce que vous travaillez, vous êtes dans le... comment on appelle ça, ce qui... vous vendez simplement vos compétences intellectuelles, donc vous ne produisez rien au niveau produit, donc vous ne produisez que du service. L'achat responsable, c'est peut-être pas votre cœur, ce qui est le plus intéressant à travailler. Plus imprimer. Il ne faut plus imprimer. Alors après, ça c'est une autre histoire, parce qu'il y a le numérique responsable. Ça, je pense que qui est-ce qui doit en parler? C'est Bérézé ou c'est... Bérézé, je crois. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux imprimer correctement, mais en achetant du papier issu de forêts renouvelables? En France, il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il y en avait après la Seconde Guerre mondiale, parce que les gens ont planté pour exploiter de manière durable les forêts. Bon, après, le problème, c'est qu'on traverse des paysages et c'est la même essence partout. Et on se rend compte maintenant que la même essence partout, elle est beaucoup plus facilement contaminée par les insectes, les maladies, etc. C'est une autre problématique. Mais ou alors, est-ce que votre papier, il est fait avec défrichement de l'Amazonie? Donc, si vous achetez du papier issu de forêts exploitées, les forêts sont exploitées de manière durable, etc. EcoCert, c'est pas quelque chose comme ça? Il y a plein d'éco-organismes. Dans les achats responsables, Ah oui, c'est tu comme peux ça. aller chercher des choses qui sont certifiées, labellisées, etc. Donc, tu peux jouer là-dessus. Et entre l'énergie qui est dépensée pour stocker tout ce que tu ne veux pas imprimer et le papier, si tu imprimes de manière avec du papier durable, ils n'arrivent pas à départager l'impact le plus important de l'un. Mais le numérique, c'est énorme. Dans cette situation, il faut toujours se poser les bonnes questions. Moi, j'ai été chargé d'études éthiques dans ma... L'étude Et éthique, c'est tout ce qui est édition des factures pour SFR. Donc, c'est quand même beaucoup de papier. Et j'avais cette responsabilité pendant 1 an et demi. Pendant que j'avais ce poste, il y avait le souhait de communiquer sur le papier le plus écologique. Et donc ils avaient déclenché un projet pour faire des factures sur le papier recyclé. Et en fait, l'étude, je l'ai faite. Le papier recyclé était plus coûteux et plus polluant que le papier issu d'une forêt contrôlée. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et en fait, c'était une croyance qu'avait tout le monde, que le papier recyclé, c'est super, pour le blanchir, pour le traiter, pour gérer les caches en impression automatisée. C'était très très loin d'apporter des résultats, et donc forcément, ça coûtait plus cher, c'était plus polluant que d'utiliser un papier un peu mieux, pas recyclé, mais issu des forêts. Géré de manière durable. Mais quand vous envoyez un mail c'est 10 grammes
Un mail, juste un mail sans photo, sans pièce jointe, c'est 10 grammes de CO2. Si vous rajoutez des photos, que vous rajoutez des vidéos, des choses comme ça monte énormément. Si vous le stockez, que vous ne l'enlevez pas, vous ne le détruisez pas de votre ordinateur, combien de mails on a qui ont plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 7 ans, avec des photos, il y a tout ça, c'est stocké, et ça reste en stock, et il y a de l'énergie pour le garder en stock. Alors, quand on répond, est-ce qu'on a besoin de répondre à tout le monde? Est-ce qu'on a besoin de renvoyer toutes les pièces jointes? Sachant qu'un mail fait le tour de la Terre. Quand le MEDEF vous écrit 50 000 mails. il commence par y avoir 5 petites photos comme ça en pièces jointes. Un avec Facebook, l'autre avec le logo, le troisième avec... Non mais c'est vrai. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le logo Facebook en pièces jointes? Allez-y, pardon. Non, mais si, c'est parce que vous avez besoin d'avoir une signature avec un chat comme ça. Ça, on n'a pas fait encore. Ah, mais moi, je vois Aerostral, par exemple, la signature est à l'avion qui décolle. Ouais. C'est chouette. Hein. Bon, ça fait une vidéo. Ça fait son petit effet. Chaque mail qui est envoyé, il y a un avion qui décolle en vidéo. Donc votre matrice de matérialité, elle va avoir ça. Là, j'ai pris les plus importants. Mais si vous vous retrouvez avec, c'est peu important pour vous, c'est pas important pour vos clients, votre fournisseur, etc., vous en occupez pas ou vous ferez ça quand vous aurez le temps. Par contre, si on mettait une ligne là, comme ça, transversale, tout ce qui est là au-dessus, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour vos parties prenantes. Il faut que vous vous en occupiez. Ces matrices-là, vous les faites sur n'importe quel sujet. Dès que vous avez deux choses à croiser, vous sortez ça, et visuellement, tout de suite, vous voyez qu'est-ce qu'il est important de faire. Si votre gros problème, c'est vos déchets, n'allez pas vous occuper de ça et faire une immense communication sur ce qui est là. Bureau Vallée qui pour 2 € recycle votre cartouche. Si derrière, ils jettent tout dans la ravine qui est derrière le bureau parce qu'ils n'ont pas envie de jeter, qu'on voit des cartons Bureau Vallée et que ça tombe dans le... ils vont avoir des amendes, bref, ils vont être redressés, l'image de marque va être touchée. Qui leur a demandé de travailler sur la cartouche à 2 € s'ils mettent toutes les poubelles derrière dans le... Je ne dis pas que le Bureau Vallée le fait, hein. C'est un exemple. Donc, ça, n'allez pas communiquer sur ce qui se trouve là-dessus et en faire votre fer de lance, votre porte-drapeau, si vous ne vous occupez pas de ça là. Vous pouvez le faire, mais faites le reste. À quoi ça sert? Je suis désolée de t'embêter là-dessus. Céline, de faire descendre les cordistes si le gars il se casse sa corde tombe et qu'il se casse la jambe, au mieux. On s'est trompé d'image. C'était la santé sécurité qui était le plus important. Souvent le problème c'est que quand tout va bien, on ne le voit pas. On voit quand ça ne va pas, mais on ne voit jamais quand ça va bien. Donc, attention à ne pas vous tromper d'importance dans les enjeux. Alors, cette matrice de matérialité, il faut la revoir à peu près tous les 2 ans, parce que les contextes changent, vos clients peuvent avoir changé, vos fournisseurs, leurs attentes, vos enjeux vous-même peuvent avoir changé parce qu'une réglementation a changé. Donc ça vaut le coup de la retravailler régulièrement, de même que vos parties prenantes, retravaillez-les régulièrement. Si vous avez des nouveaux produits, vous avez peut-être des nouveaux clients. Donc ceux-là, il faut peut-être mieux les calculer et voir comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à leurs attentes.
Trouvez un moyen pour discuter avec eux, pour ceux qui sont les plus importants de vos clients, aux parties prenantes les plus significatives. Essayez de trouver un moyen de leur demander leur avis, surtout si vous avez un gros projet qui va les impacter. Essayez de le faire dès le départ, hein, parce qu'autrement ils sont capables dès la fin, c'est ce que tu disais toi, le dernier mois, on te casse et on te dit moins 30%. Impliquer, alors je ne dis pas que tu ne le fais pas impliquer, mais je dis si c'est au dernier moment, tu as fait tout ton produit et puis tu as un super téléphone qui est génial, qui ouvre les boîtes, qui te casse les noisettes et qui fait je ne sais pas pourquoi d'autre en plus, et qu'au dernier moment on te dit oui mais temps de charge. Ah ben non mais il casse les noisettes et il ouvre les boîtes. Ah oui mais temps de charge, moi ce que je veux c'est ça. Donc faites le plus tôt possible sur ce qui est très impactant pour vous. Essayez le plus en amont possible de demander, sur les nouveaux produits, de demander l'avis de vos parties prenantes les plus significatives. Autrement, on se retrouve avec Tupperware qui continuer à mettre du plastique sans savoir que les gens... je pense que simplement une super com comme quoi c'était du plastique tellement de longue durée que... Mais ils ont pas... Rien que le retour d'expérience client. Oui, Non, grand-mère, mais par rapport à la santé. Je sais pas. Ah oui, à la santé, ça n'a pas été l'enjeu du plastique ou le côté non recyclable, Oui, c'était l'enjeu du plastique sur le fait que Ça contient des PCB, c'est ça quoi. Non, c'était carrément dans le plastique est aujourd'hui quelque chose qu'il faut bannir. Donc, tu peux partir avec du bain. Alors que c'était un plastique, comme je dis, tu le mets au congélateur, il y bouge pas, il est toujours là. C'est gentil. Bon, c'est. Qui n'a pas joué? Non, mais tu parles des vrais, hein, je parle pas des marquettes. Je parle des Intact. Il est intéressant de communiquer sur vos enjeux RSE, celles que vous avez retenues parce que c'était les plus significatives pour vous et pour les autres. Bon, si c'est significatif pour vos salariés que ça n'est pas pour vos clients, n'allez pas communiquer à vos clients que vous avez mis un baby-foot pour vos salariés. On s'en fout. Par contre, si vous avez travaillé sur leur qualité de vie au travail et que le gars il vient chez vous pour nettoyer et qu'il est tellement bien travaillé chez vous et chez moi qu'il n'y aura pas d'absentéisme, là je peux communiquer dessus parce que ça impacte la qualité de vie de mon salarié, impacte mon client. Oui, allô? Mais si ça impacte. Non, c'est pas la peine. Donc, en faire observation, pensez aux indicateurs. Si un jour vous avez besoin de prouver ce que vous avez mis en place, il faut que vous ayez noté. Tous les jours. Si vous voulez réduire vos les déchets jours, de 50%, il faut que vous disiez combien j'en avais quand j'ai commencé C'est la vie, hein. et quel est le cheminement et où est-ce que j'en suis à année plus 10 ou plus 15, etc. Donc, faites ça. Surtout si un jour vous avez une obligation de reporting, que tout ça puisse être fait. Reporting, c'est de rendre compte. Valorisez, communiquez vos actions sur votre site. On peut le mettre sur vos devis, sur les devis, selon le sujet, selon si on fait des devis ou pas. Rendez-vous clients sur vos réseaux. Vous pouvez avoir une page dédiée à ça. Si tu as des produits qui sont plus respectueux, qui n'ont pas été testés sur les animaux. La pub de Rocher, Yves Rocher. Yves Rocher, il avait fait toute une publicité comme quoi ces produits ne sont pas testés sur les animaux. La RSE, donc c'est une opportunité. On peut tous je suis presque. Donc il vaut mieux commencer petit que de rien faire. Donc réfléchissez. Alors, on ne va pas le faire par écrit. Quelles seraient, on est au conditionnel, hein, je ne vais pas vous demander de vous rendre compte derrière, quelles seraient les actions qui pour vous seraient
les plus judicieuses et peut-être les plus faciles ou plus rapides à mettre en place, celles qui coûtent le moins chez vous. Tu veux commencer? Je montrais tout à l'heure Anthony, moi j'ai des paiements à l'international. Aussi, c'est par intérêt financier aussi que je l'ai fait. Hein. Mais les banques à La Réunion, pour moi, elles travaillent de manière un peu archaïque sur les paiements internationaux. C'est long, c'est coûteux. Et il y a des plateformes qui sont aujourd'hui sur des possibilités de paiement à l'international où j'ai zéro frais, ni pour moi, ni pour le destinataire des fonds. Et qui, là je l'ai téléchargé tout à l'heure, qui peuvent me sortir en fait un rapport sur, effectivement ce que ça rapporte à la planète en termes d'économie sur les coûts de carbone. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ils sont engagés là-dedans et c'est leur faire valoir. Donc c'est vrai que ce n'est pas la première chose que je peux aller chercher, mais c'est un bénéfice que je peux annoncer à mes clients puisqu'ils ont un rapport certifié sur depuis un an je fais tant de paiements en valeur, en dollars, et qui m'amène cette preuve que voilà, en changeant ma façon de faire, j'économise 7 ou 8% de CO2 sur. Oui, si tu as des clients qui sont sur leur bilan carbone, c'est intéressant de ramener ça. Sur leur scope 3 du bilan carbone. Et puis en plus, au moment où tu factures, tu as le taux immédiat. Alors que si tu factures en pensant que le dollar est un 10 et que sur la plateforme, 10 jours ça plus je tard il est à leur parle pas, 50. c'est pas leur problème. Mais moi l'intérêt c'est que je peux bloquer, mettons 50 000 euros, 50 000 dollars aujourd'hui et j'ai 6 mois pour consommer cette enveloppe-là. Le taux est bloqué. Donc, quand il est à 17 par exemple, je réserve, ça ne veut pas dire que je verse les fonds tout de suite, je réserve et je m'engage à faire pour cette valeur-là de paiement via leur plateforme sur une période de. Et là, on est vraiment très loin du business model des banques locales. Qui eux me Les banques en justifient général. en fait pourquoi je fais autant de virements. Voilà, c'est ce qu'ils me demandent de justifier pourquoi je fais ces virements. Je vais avoir acheté mes fonds. Il n'a pas travaillé, quoi. Et puis c'est même, juste un aparté, hein, c'est la même chose pour si vous voyagez. Aujourd'hui, il y a des cartes de crédit sur les compagnies, sur autre chose que les banques réunionnaises Ah oui, complètement. ou françaises, réunionnaises françaises, où vous avez zéro frais. Quoi. Quand En général, il y a 80 € de bénéfices en se faisant parrainer qui déjà attirent l'attention. Mais c'est pour forcer l'intérêt de le tester. Moi, j'ai effectivement une carte comme ça, où quand je vais à l'international, c'est tranquille. Et aussi en termes d'assurance. Pour mon ordinateur, mon téléphone, je me fais braquer, etc. Des couvertures qui sont. Après, les faire jouer et obtenir les bénéfices de la promesse, c'est pas garanti non plus. Hein, même s'il n'y a aucun interlocuteur. C'est un peu déplacer le cheval de bataille. Est-ce que certains d'entre vous auraient des idées de ce qui pourrait être mis en place en action RSE et éventuellement si vous pouvez rajouter avec quelle partie prenante pour répondre à quelle partie prenante? Vas-y, je t'en prie, Antoine. Bon, moi, un petit exemple, on a lancé la Odyssea bientôt, là, la course pour lutter contre le cancer. Donc, on invite tous nos salariés à cette occasion à faire du kilomètre, on va essayer. Et on invite aussi les fournisseurs, certains fournisseurs, certains clients pour côté valeur, côté pour nos équipes, parce que ça marche un peu aussi. Une société application. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, dans les actions que j'essaie de mettre en place. Alors, côté salarié, j'en parle pas. De toute façon, ils sont tous partis, donc je suis toute seule. Non, je rigole. Ils sont tous morts. Il y a un sujet plus fort. C'est tué, mais on va encore non. J'ai beaucoup de turnover, donc c'est compliqué, mais je suis en train de travailler là-dessus. Toi aussi? Ouais. Et toi aussi, comment ça, toi aussi, elle est partie déjà? Oui, 5 jours. 5 jours. Et on va faire un club, hein. J'étais déçue. Les nouvelles générations. Les nouveaux, c'est. Et donc, Tu m'as mis une pierre en face. attends, ton tour arrive. Toi, j'envisage d'embaucher.
Mais sinon, sur moi, j'ai beaucoup de déchets, mais c'est pas des déchets, par exemple, mes fournisseurs font des efforts, ils communiquent là-dessus, par exemple, Red pour réduire les emballages, valider les plastiques et tout, ça, on a quand même des cartons et tout, ça va. Mais par contre, nous, on contrôle les EPI, les armées, les cordes, tout ça, ça va être contrôlé une fois par an. Et quand c'est réformé, ben, tu trouves mon obligation en tant que c'est de les détruire. Je peux détruire. Je peux pas mettre des déchets comme ça, parce que si quelqu'un récupère un armée à la poubelle, et qu'il s'en sert et qu'il se blesse, il y a une traçabilité, donc c'est ma responsabilité de tout détruire. Et c'est un peu ralent, c'est des gros volumes, et de tout couper en morceaux, ça prend du temps. Prendre des veleuses, couper les mousquetons, rien ne peut être récupéré. Il faut tout couper en petits morceaux, tout ça prend du temps. Et donc ça faisait râler, et ben, tu m'avais donné des coordonnées de jeunes créateurs, de la Réunion. Finalement, il y en a un qui m'a rappelé, il est venu à l'anti-chute, et il a récupéré tout ce qui est sample de harmonie, ça doit me couper parce que je ne peux pas lui donner un entier, mais il a prêté ma meuleuse, il a coupé plusieurs trucs, et il va fabriquer des sacs, il va faire des créations avec ce qu'il va récupérer. Il va regarder, donc on se tient informé, et là, pour l'instant c'est le début. J'ai d'autres idées avec d'autres créateurs aussi, avec les cordes qui sont réformées. Et après, l'idée, c'est d'en parler à nos clients, de leur dire que le matériel qui est réformé, parce que j'en signe à chaque fois un certificat de destruction, et où ils me signent une décharge qui va être détruite. Et donc de communiquer là-dessus, voire de mettre les produits en vente dans le magasin, même si nous, c'est un matériel de sécurité, mais aussi présenter les artistes locaux, les créateurs locaux, à travers le recyclage de leur espèce. Voilà, c'est un petit truc. C'est un petit truc. Non, C'est fier. il existe, alors c'est pas une bourse aux déchets. Quelqu'un connaît Marie-Jo Payette Utopio. C'est le marché au C'est pain, déjà là le truc, ça. Non, c'est pas ça. En fait, elle met en relation des entreprises qui dit moi j'ai ça comme déchet, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et toi, en face, tu te dis bah oui, moi ça peut m'intéresser. Et c'est pas la bourse aux déchets. Donc voilà, c'est de donner synergie. Ça s'appelle Synergie Pays. Synergie. Ils font des ateliers un peu partout. Moi, j'en ai déjà eu un ici, j'en ai eu un autre à l'aéroport. Et donc, si tu veux organiser ça chez toi, tu appelles une personne ou elle et donc, on fait un maillage entre moi j'ai ce déchet-là, donc mon déchet peut être une ressource. C'est ça. Et par exemple, je sais, à Bioma, ils avaient des énormes roues de moulins en touré. Oui, des tours, oui. Où il y a les câbles autour. Non, pas. C'était des meuleuses, enfin des roues, des trucs qui font plusieurs tonnes. Eh bien, ça a été récupéré pour faire des récifs coralliens. Donc, ils ont immergé pour réensemencer un rond coral. Donc, fixez-vous des objectifs simples et réalisables. Vous n'êtes pas des multinationales. Quand vous serez des multinationales, vous m'embaucherez. Je viendrai. Mais bon, simple, réalisable, sans trop de coûts. Pensez à ça. Prévoyez un suivi de vos indicateurs, parce que si vous décidez de diminuer, vous décidez que dans 10 ans, vous n'avez plus un seul déchet non valorisé. Vous avez le droit d'avoir des déchets, mais vous vous dites, moi je veux automatiquement qu'ils soient valorisés. Il faut que vous suivez entre aujourd'hui et dans 10 ans, où est-ce que j'en serai demain, après-demain, qu'est-ce que je veux suivre comme indicateur, et communiquer sur vos actions. De toute manière, c'est un retour sur investissement qui peut être intéressant pour vous. Soit vous communiquez en interne avec vos salariés, soit vous communiquez en externe avec vos clients, vos fournisseurs, etc. Je crois que c'est qui Stéphane de Airjam du Soil Élastique. Stéphane Luc. Et bien lui, il recycle les élastiques du Soil Élastique en vente-clés. Ben oui. Au magasin, j'ai quelque chose. Il y a Béal, le fabricant encore de Madagascar, qui refuse qu'on achète à Madagascar.
Oui, leur corps de formé, c'est des porte-clés, des ceintures. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est du recyclage de corps. Bon, toi, tu nous as parlé de ton action sociétale pour l'hôpital. Odyssea, toi, tu nous as parlé au niveau banque. Voilà. Est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous faites déjà? Moi, j'ai au niveau du centre de formation, quand j'ai commencé, ça me bouffait à la fin de la journée les voir prendre les 10 feuilles qu'on avait imprimées, ça partait dans la poubelle. Je me suis dit, pas possible, moi, je ne vais pas pouvoir voir toutes ces feuilles dans la poubelle à chaque cours. Et donc, j'ai décidé, sur tout ce qui est feuilles de soins papier, il y a plusieurs outils qu'on a plastifiés. Et en fait, elles font leurs exercices dessus avec les débats. Et ça sert, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on les a, il n'y a pas que moi qui les utilise. Et lors d'une réunion que j'avais avec les SAD de Paris, où ils disaient ouais, nous on n'en peut plus, les impressions, il faut qu'on arrive à réduire les coûts et tout. Et je dis bah en fait nous on a plastifié les vierges, les agendas, les feuilles du soin papier et les BVD. Je me suis dit putain mais c'est tellement logique. Et donc ils ont diffusé ça à tous les ESAD qui ont réussi à réduire comme ça. Et là je pense qu'on est fait pour faire changer la machine à café, pour qu'on puisse choisir si on veut mettre un gobelet ou pas dedans. Parce que là, elle sort automatiquement un gobelet, et bah, c'est le même que ça, et en fait, il y a la responsable pédale, je dis regarde, les jours où il y a 2-3 formations, où le centre de formation est plein, je dis on est à peu près 15-20, si chacun prend 2-3 cafés dans la journée, je dis t'imagines? Il est payant ton café? Oui. Tu peux demander à ce que le café avec gobelet, il y ait 20 centimes touchés. Je pense que la machine elle sort le gobelet. La machine elle sort le gobelet en fait. On ne peut pas mettre son œuf donc. Faut pas recharger la machine et mettre le gobelet dessous avant. Ou une option. Au lieu de chacun prend son œuf. Une option sur la machine. Ouais, parce qu'elle n'est pas achetée cette machine, elle est en location. Mais je les aurai à lui. Oui, non mais c'est intéressant, ou alors tu peux leur dire, est-ce que je peux... Mais le coup d'après, parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te dire, oui, mais moi j'ai pas mon... Ok, il n'y a pas de problème, il y a des gobelets, mais c'est 20 centimes plus cher. Je peux t'assurer que le deuxième café, on va garder son gobelet. Et j'essaie de covoiturer avec mes apprenants, mais je t'avoue que je les sélectionne parce que après, j'ai pas envie de reprendre la voiture avec tout le monde, quoi. Mais tu vois, là en ce moment je covoiture avec une qui vient de Sainte-Marie, on se rejoint du coup au Sacré-Cœur. Enfin, je trouve ça logique quoi, parce qu'on fait la même route finalement toutes les deux. Tu utilises l'application pour Carrosse, déclarer Carrosse, voilà. C'est bien ça. Ouais. Bien sûr, c'est bien. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Là pour les étudiants c'est top. Hein. Parce que l'étudiant qui l'utilise, lui ne paye pas. C'est celui qui transporte qui est rémunéré. Et c'est financé par la région. C'est la région et c'est gratuit en fait, mais oui, tu peux être rémunéré, moi j'ai jamais En demandé. tant que conducteur, tu peux être rémunéré. Oui, mais tu n'es pas obligé de demander. Maximum 100 par an si tu fais. Mais c'est génial, là tu mets, là maintenant, tu mets, on finit dans 30 minutes, tu mets, là moi maintenant je vais mettre à 19h30, je fais Barachois Saint-André, et ben je vais trouver des gens qui vont s'inscrire pour rentrer à 19h30 et Saint-André. Donc ça, surtout à la Réunion avec tous les problèmes qu'on a. Ça, c'est tout ce qu'on a. Après, son argument est pas fou. Au niveau de mobilité, c'est très important. Et si vous avez des entreprises que vous voulez calculer votre empreinte carbone, c'est Oui, moi j'ai pareil. un des premiers spots sur lesquels on va travailler. J'ai essayé de travailler avec les gars sur la conduite responsable. Et c'est-à-dire économe. Projet de véhicule. Non, mais moi j'en ai un. Il est tout le temps le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur. Je sais, quand je monte avec lui, il a plus le droit de conduire, c'est moi qui conduis, mais j'ai détesté conduire. Mais par exemple, il colle les voitures, tu vois, sur la voie rapide, il colle et dès que ça freine, il pile et il conduit comme un fou, donc lui, j'ai envoyé en stage. Il y a un sport maintenant. C'est aussi de la consommation d'essence. Mais il y a des stages d'éco-conduite de Oui, toute c'est ça façon. que je veux Ouais, dire. dans toutes les entreprises, La pas les grosses. consommation d'essence. Oui, ça, Moi, j'ai fini. Hein. Ok, je vais regarder.